Voilà, en fait, vous êtes dans un château assez historique, ça fait 700 ans. C'est un château qui en accueille des personnalités de très haut niveau, comme aussi des citoyens, comme prix Nobel, président, Premier ministre, les enseignants, les étudiants. Et aussi, récemment, on avait accueilli aussi l'ancien vice-président de la Banque mondiale. Et même, on avait accueilli aussi le vice-président de Apple. Personnalités sur un sujet assez intéressant, sur le sujet assez, je veux dire, appliqué, empirique. Ce n'est pas des sujets des recherches scientifiques, plutôt des débats, des discussions qui permettra aussi de comprendre le rôle de chaque sujet. Aujourd'hui, bien sûr, on parle de BRICS. C'est presque 40% de la population de la planète aujourd'hui. C'est un sujet assez important. 25% de PIB du monde entier, c'est-à-dire sur un sujet assez important dans un petit château. C'est très intéressant. Good evening, dear guests, and good evening, dear friends. It's our pleasure to see all of you today with us on Apéro Géopolitique Open Discussion Platform, which we created in partnership with Swiss UMF University for the Applied Science Institute, to raise the important questions related to geopolitical processes, its consequences and possible future scenarios. We also dare to create maybe some peace solutions or propose some peace solutions. So I also want to thank Professor Dawed Sangdel for his support and openness of this project, and as well that we had this possibility to gather together on this adorable chateau. I would like to introduce our experts. And shortly myself. My name is Kati Kojouari. I have been working in journalism for 20 years and I'm author of the book Building Peace, Moldova, Switzerland. I would like to introduce Guy Mittan. He's a famous writer, journalist, politician, analyst. Guy Mittan is co-founder of the Swiss Press Club and he was its president for 20 years. Recently, Guy Mittan launched Geneva Institute for Multipolarity and he's a deputy in a Grand Council of Geneva. Dr. Zahari Paikin. He's a deputy director of a Better Order Project, a research fellow of Grand Strategy Program at Quincy Institute for Responsible Statecraft. This is the USA Institute. He's also a senior fellow at the Institute for Peace and Diplomacy. It's a Canadian international affairs think tank. His research and books focus on Russian foreign policy, European security issues, relations between big powers and international order. And Hicham Lichmissi, our geopolitical expert, focuses on BRICS and the Middle East. He's a secretary of the Geneva Institute for the Peace Research. He's a regular columnist for different international media. And he was an advisor for the French parliamentarians and former ministers. So, Hicham Lichmissi is the author of the idea of Apéro Géopolitique. He launched it in Annemasse and he inspired me to be co-organizer of the Apéro Géopolitique in Geneva. And I would like to emphasize that we are here not to criticize any government and their actions. We are here to find the truth. So, today's topic is does BRICS want to reinvent the world? And today BRICS group composing of Brazil, Russia, India, China and South Africa, it attracts a lot of attention due to its potential to reshape political and economic landscape. And some experts, they have serious concerns about current Western world order, because BRICS advocates for the multipolarity. As well, they worry about preservation of the liberal democratic order driven by West. So we will discuss all these questions, what challenges and what maybe benefits of the increasing BRICS potential has. So, question to Hicham Lichmissi. Please, can you describe or explain the economic potential of BRICS, how it can be compared with the G7 nations, and what role it plays in the global trade and investment today? Please. Ah oui, non. Alors, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui?
Un peu mieux. Bon, j'essaie de faire encore un petit effort. Alors, la question qui était posée, c'était un petit peu, pour résumer, en fait, situer la position des BRICS à l'échelle économique mondiale. En fait, ce que représentent les BRICS par rapport au G7. On présente souvent le G7 comme le premier pôle économique mondial. C'est très souvent la lecture que l'on a dans les grands médias, ce qu'on appelle les médias mainstream. Et on parle souvent des BRICS sans pour autant donner les chiffres généraux de ce que représentent en termes macroéconomiques, en termes de puissance économique, mais aussi de puissance stratégique, les BRICS. Alors il a été fait mention des BRICS. Au départ, c'est un forum économique qui était composé de 4 États, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, donc des économies émergentes, auxquelles s'est rajouté à partir de 2009, si ma mémoire est bonne, ou 2011 ou 2012, pardon, l'Afrique du Sud. Et plus récemment, donc les BRICS se sont agrandis avec un certain nombre de nouveaux acteurs, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie. Il était aussi question de l'Argentine, mais avec la nouvelle élection présidentielle en Argentine, en fait, l'Argentine est revenue sur sa décision de rejoindre les BRICS. En réalité, aujourd'hui, lorsqu'on parle des BRICS et qu'on les compare avec le G7, il faut regarder que les BRICS, au-delà d'un simple forum économique, c'est devenu aujourd'hui, ou en tout cas est sur la voie de devenir, lorsque ces États auront pleinement réussi leur intégration économique, entre guillemets, parce qu'ils commercent énormément entre eux et de plus en plus, c'est le premier pôle économique mondial en termes de PIB, et notamment de PIB en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire PIB réel. Alors si vous allez par exemple sur le site de la CIA, vous avez des données générales, on raisonne en termes de PIB réel et pas de PIB nominatif. Et si on prend le PIB réel, l'ensemble des BRICS élargi aujourd'hui représente environ 40% de la production économique mondiale. On va dire les choses de cette façon. Et au-delà de ça, vous avez 40% de l'économie que représentent les BRICS. Vous avez 45% de la production pétrolière mondiale, plus de 50% de la production gazière mondiale, plus de 80% de la production et du contrôle surtout des terres rares, et plus globalement la grande majorité de toutes les matières premières qui se situent sur le territoire des États qui composent les BRICS. Donc c'est pour dire la puissance économique que représentent les BRICS, qui est véritablement réelle et particulièrement importante. Et au-delà de ça, si on compare avec le G7, c'est environ 27% de l'économie mondiale et c'est environ 15% à 17% de la population mondiale, si je ne me trompe pas, alors que les BRICS aujourd'hui représentent plus de la majorité en fait, de la population mondiale. Alors tous ces chiffres qui sont donnés un petit peu pêle-mêle permettent simplement de dire qu'aujourd'hui, la centralité économique, elle est plutôt vers l'Asie, elle est plutôt chez les BRICS. Et ça, c'est un véritable basculement géoéconomique qu'il faut prendre en considération et qui doit nous amener en fait à reconsidérer l'économie mondiale avec un autre regard. Ce qui n'est malheureusement toujours pas le cas. En Europe, on continue à raisonner en fait avec des modèles qui sont des modèles dépassés. Mais au-delà de ça, et je vais essayer de ne pas être trop long pour ne pas prendre sur les questions suivantes, les BRICS veulent reconsidérer en fait le système économique mondial, lui donner de nouvelles règles. On a connu le modèle de la globalisation. Les BRICS sont plus dans une logique qui est une logique d'interdépendance économique qu'on pourrait qualifier de souveraine ou souverainiste. C'est-à-dire que les BRICS sont porteurs en fait d'un nouveau modèle économique, un nouveau modèle d'échange, et surtout ils cherchent à remettre en question la place centrale qui est toujours celle du dollar dans un principe ou dans une une politique de dédollarisation progressive qui est aujourd'hui encore marginale. Plus de 90% des échanges économiques mondiaux se font en devises ou américaines ou européennes. Les devises, entre guillemets, des BRICS sont encore marginales, mais chaque année, elles ont un poids de plus en plus important, notamment dans les échanges entre ces pays. Je peux prendre un exemple, l'exemple des relations économiques et commerciales entre la Chine et la Russie. Aujourd'hui, 95% des échanges entre la Russie et la Chine se font en devises locales, c'est-à-dire en yuan ou en rouble. Ça représente entre 250 à 300 milliards de dollars par an. Vous allez me dire, bon, ça reste marginal. Oui, ça reste marginal. Enfin, pour vous donner juste un ordre d'idée, le commerce entre les États-Unis et l'Amérique du Sud, ça représente à peu près entre 300 et 400 milliards de dollars par an. Donc, c'est pas rien. Et c'est surtout quelque chose qui vient ouvrir un processus
qui est dans une continuation qui de toute façon ne va pas s'arrêter. Aujourd'hui, prends un autre exemple, l'Arabie Saoudite vend son pétrole à la Chine en yuan, elle vend son pétrole à l'Inde en roupies. Lorsqu'on sait, et on va y revenir, que l'étalonnage, ce qui donne la puissance au dollar et sa place particulière, c'est le fait que le dollar était la monnaie d'échange exclusif du commerce énergétique, de l'économie énergétique, si vous préférez, on comprend que quelque chose de très important est en train de se passer. Thank you very much, Hichem. My question will be to Gimitan. How do you see the main objective of BRICS today and how it influences the global political landscape? Je voulais peut-être profiter de ta question, Katia, pour essayer de répondre à la question qui nous est posée aujourd'hui, à savoir, est-ce que les BRICS sont en train de réinventer le monde? Et à ça, je répondrai oui, ils sont en train de le faire pour 3 raisons au moins. Alors, une des raisons, c'est celle qu'a exposée Hichem, à savoir que désormais, le poids économique du monde est en train de basculer en faveur des BRICS. Et tu l'as tout à fait bien exposé. Maintenant, il y a des gens qui contestent ça en termes de démographie, mais aussi en termes évidemment de PNB, de production économique. Mais il y a des gens qui contestent ça, notamment en Occident, et qui disent oui, mais finalement, voilà, ça a bien été jusqu'ici, c'est pas dit que ça continuera tout aussi bien, parce que les BRICS, au fond, ont profité de la globalisation pour faire cette croissance, mais ils sont incapables de la faire par eux-mêmes. C'est un peu ça, c'est un peu les resquilleurs de l'ordre économique libéral mondialiste. Je ne partage pas ce point de vue parce que pour moi, maintenant, le poids économique, géoéconomique, on va dire géopolitique, mais géoéconomique des BRICS est devenu tellement fort qu'à mon avis, c'est un processus absolument durable, d'une part, et irréversible. Je ne pense pas qu'on puisse revenir en arrière, pas seulement justement à cause de poids et contrepoids, mais du point de vue de la dynamique économique. Si on regarde par exemple, je lisais hier ou avant-hier, puisque sont parus les premiers chiffres de croissance du premier semestre 2024. On dit oui, la croissance chinoise, elle est en berne, ça diminue, jamais la Chine sera capable de franchir le mur de verre du développement économique, c'est-à-dire qu'elle stagnera, elle est arrivée à ce résultat, mais finalement, elle stagnera, etc. Je n'y crois pas, parce que si on regarde cette dynamique, hier, Bloomberg, par exemple, disait la croissance économique de la Chine est plus 4,7%, mais n'a pas atteint les 5,4% qu'elle s'était fixée, donc il y a une crise. Mais si on regarde ces 4,7% de croissance, c'est 2 ou 3 fois la croissance moyenne de l'Union européenne et des États-Unis. Donc même avec 4,7% de croissance, la Chine est encore 3 fois plus forte en termes de croissance et donc de dynamique que le monde occidental. Et puis, alors, une autre dépêche de la même agence qu'on pense pour dire « Oui, l'Inde et la Chine sont les moteurs de la croissance mondiale et non plus simplement de leur région du monde. » Donc, on voit qu'on est, si on regarde les choses objectives, dans une dynamique qui fait que les BRICS, du point de vue économique, vont justement bouleverser le monde, donc le réinventer. Deuxième raison, c'est que les pays des BRICS, ce qui les rassemble, ce n'est pas seulement l'opposition, on va dire, au monde occidental, libéral, globaliste, etc. C'est aussi la volonté de chacun de ces pays de s'affirmer lui-même en tant que pays, en tant que nation, en tant que représentant des valeurs culturelles, civilisationnelles particulières, en tant que détenteur d'une idéologie, elle aussi, alors on peut critiquer le mot idéologie ou pas, mais au fond l'ordre libéral est un ordre idéologique avant tout, eh bien ces pays-là revendiquent leur propre capacité à avoir une culture, à avoir une vision du monde propre.
souveraine. Et ça, c'est aussi nouveau, parce que derrière les 5 membres fondateurs du BRICS, ou les 5 leaders, eh bien, ça a mis en route aussi toute une dynamique de puissance moyenne et petite qui s'agglomèrent et qui profitent de cette brèche non plus seulement économique, mais on va dire culturelle et civilisationnelle que les BRICS ont justement ouverte. Et c'est ce qui explique, parce que quand on lit la presse ici, et tu l'as mentionné Hichem, dit oui, au fond les BRICS c'est l'alliance de la carpe et du lapin. C'est un monde phénoménalement hétérogène, ils n'ont strictement rien en commun. Un pays africain n'a rien en commun avec le Brésil, qui lui-même n'a rien en commun avec la Chine communiste, etc., etc. Oui, si on regarde ça d'un point de vue européen superficiel. En réalité, ce que ces pays-là, c'est pas ça. Ils ne veulent pas un ordre unique qui imposerait des règles de bas en haut. Ils veulent que leur propre système national soit reconnu comme tel et soit respecté comme tel. C'est tout à fait différent. Et donc c'est pour ça que ça ne les empêche absolument pas de coopérer entre eux, malgré toutes leurs différences. Pour eux, la différence ne fait pas divergence. Pour nous, dès que c'est différent, ça devient divergent. Pas du tout. Dans l'esprit des BRICS, ce n'est pas ça. Et j'en viens à la troisième raison, pas faire trop long non plus, c'est que les BRICS sont en train, pour moi, d'inventer une nouvelle manière de faire, de la diplomatie, une nouvelle manière de faire de la coopération internationale qu'on peut appeler un moyen transactionnel. En anglais, ça fonctionne mieux qu'en français. Disons, ou une coopération justement tout à fait pragmatique, avec un ordre mondial qui est fondé non pas sur le rule-based order, c'est-à-dire un ordre imposé d'en haut, uniforme et imposé à tout le monde, mais au fond, un ordre mondial fondé sur la recherche et le développement des intérêts bilatéraux communs, et donc non sur l'application des règles morales, globales, y compris morales d'ailleurs. On pourrait appeler ça une espèce de bimultilatéralisme coopératif, je n'ai pas de nom, mais où le diviser pour régner n'a plus de fonction, où le si tu veux la paix, prépare la guerre n'a plus d'objet, où le qui n'est pas avec nous et contre nous n'a pas de sens, parce que justement, entre eux, ils vont chercher des moyens de coopération sans ingérence politique, sans ingérence idéologique, parce qu'au fond, ça ne les intéresse pas. Donc ils peuvent très bien être Modi et Poutine sont des conservateurs, ça ne les gêne absolument pas de parler, de partager toutes sortes de choses, d'identifier des intérêts communs, notamment sur le plan économique, avec Xi Jinping qui est communiste. Lula qui est un démocrate sociétaliste, on va dire, même wokiste, puisque au fond, d'un certain point au Brésil, ça ne le gêne absolument pas, lui non plus, de collaborer avec Modi, qui est conservateur et complètement, sur le plan moral, religieux, aussi complètement conservateur. Tandis que pour nous, ça ne fait pas sens. Pour collaborer, il faut partager les valeurs, il faut partager la démocratie, partager les valeurs communes. Mais pourquoi? Au nom de quoi il faudrait faire ça? On n'est pas obligé d'être convaincu de la pureté de l'intention de l'autre pour pouvoir collaborer. Donc pour moi, sur ces 3 plans, les BRICS sont en train d'inventer quelque chose de nouveau, et notamment sur le plan diplomatique, une coopération non intrusive, je dis sans ingérence, qui pour nous échappe encore, mais qui est porteuse d'avenir, et notamment aussi sur le plan international et sur le plan des Nations Unies, par un retour à un vrai multilatéralisme, et non pas un multilatéralisme qui est juste
un déguisement fauné pour un ordre mondial hégémonique occidental dont ces pays-là ne veulent plus. Voilà ce que je pouvais dire en guise d'introduction. Merci beaucoup, Guy. Question to Zachary. Is it still possible to deny this transition to a multipolar world? And how the USA resisting? Well, thanks very much, Cathy, for the invitation to come back to one of your sessions. And je vais m'exprimer en anglais, qui est ma langue maternelle, mais si vous voulez me poser une question en français, n'hésitez pas. Je suis très à l'aise en français aussi. So, to answer your question, yes, it is theoretically possible to deny that the world is multipolar because this debate is still ongoing, and there are several different answers to this question. On the one hand, you could contend that the world is not becoming multipolar, but that it has already been multipolar for about half a century. Ever since Europe and Japan rebuilt their economies after the end of World War II, the world has been in some sense multipolar. The United States was not the only economic pole in the world. You could contend today that the world is on a path to bipolarity rather than multipolarity because the economies of the United States and China are far, far, far ahead of basically everyone else. You could contend that the world is maybe not as unipolar as it was in the 1990s, but still largely unipolar because the United States is still the only power in the world capable of deploying all facets of national power, diplomatic power, economic power, military power, cultural power on a global scale. Right? So there are many different ways of looking at it just from the question of polarity, and you can come up with a different answer to that question. But my own personal view is that polarity is the wrong reference in the first place. Because I think that norms to some extent matter more than material power, or at least matter just as much as material power. What polarity tells you is how material power is distributed. It doesn't tell you what type of order you have, because anarchy is what states make of it, you know, as Alexander Wendt used to say. And so, just to illustrate that, even if we are still in a unipolar world, the unipolar world may survive, the unipolar distribution of power may continue, but the liberal international order, and this is what Hisham was talking about, the liberal international order is gone, right? And those are two different things, right? So what do I mean by that? Liberalism as the dominant paradigm for economic and political modernization at the global level that either everyone emulates or is expected to emulate and basically therefore has to put up with as the dominant paradigm, that era is over. The era of globalization, liberal international order, you know, as understood in the 1990s, hyper-globalism, as Danny Roderick would call it. I wouldn't say globalization, maybe because globalization in some form will continue, but hyper-globalism as we knew it is on the way out. That era is gone, even if unipolarity is still around. And we can debate the question of polarity, but I think that polarity tells you more about how the world is not ordered rather than how it is ordered. Because anarchy tells you more about how the world is not ordered rather than how it is ordered, right? Norms actually tell you, principles, institutions tell you how states choose to craft their relations with one another ultimately, right? You can have cooperative multipolarity, you can have conflictual multipolarity, right? There are different kinds of multipolarity. So what we have today, instead of the liberal international order paradigm of the 1990s and 2000s, is an order in which some states are frontally challenging the liberal paradigm, and then there are others that are less frontally challenging it, but are nonetheless demanding deep and significant reforms to the international system. Where power does matter, I would contend, is in, to some extent, order in the realm of norms. There is an intersection between those two things because, how should I put this? The focus that Western countries had throughout the past several decades on building an international order that is liberal or rules-based, or call it whatever you want, blinded them to the persistence of the reality of power. And in that sense, I'm not talking about power in the sense of simply questions of polarity, but in questions of hegemony. Because that liberal international order needed to be underpinned by a liberal hegemon of some kind. And that power-related structure was still there. Maybe that's a better way of putting it. And because of the existence of that hegemon underpinning the liberal international order, the behavior of that hegemon and whether it lives up to the standards that it preaches itself is a significant consideration in determining the future shape of order, right? So because the liberal order rested on Western hegemony, when there is hypocrisy on the part of the Western hegemon in upholding
liberal norms or rules-based norms, when the West transgresses the rules that it claims to believe in, then that encourages others to challenge Western hegemony. And hegemony is not something that is purely based on power alone. It is based on a legitimate right to rule, on a sense that a country's dominant position or a group of countries' dominant position is legitimate and seen as legitimate by the rest of the world. Then that changes the configuration of order, right? So it is in part because of the power configuration in the order and the way that we have chosen in the West to manipulate that configuration towards certain order-based goals that we have failed to live up to ourselves, that has encouraged a reconfiguration of order away from the liberal international paradigm and towards a new paradigm in which some states feel much more empowered to call out Western hypocrisy, even as they remain hypocritical, of course, very much themselves. There's no one who's virtuous, or to challenge Western hegemony much more frontally. So I'd put it in those more nuanced terms, I think. Juste une remarque par rapport à ce qu'a dit Zachary, au moment où il est fait allusion à la multipolarité, où justement tu parles de multipolarité agressive, entre guillemets, ou multipolarité conflictuelle. C'est intéressant parce que le pari qui se pose aujourd'hui pour les BRICS, dans l'évolution, justement, la revendication de la multipolarité, c'est de savoir si on se dirige vers une multipolarité, entre guillemets, régulée, ce qui a été longtemps soutenu, par exemple, par la France dans sa diplomatie. Les grands discours de Chirac dans les années 90, ça allait justement dans le sens de cette multipolarité, ou est-ce que l'on se dirige, et on le voit sur certains aspects, un retour de l'âge des empires? Et ça, c'est une vraie question. Question to Guy. Can you explain us the geopolitical interest of each member of BRICS? Yeah, so and what are maybe conflicts between them or some allies? Je pense qu'effectivement, il y a d'abord un objectif commun qui est effectivement de challenger au fond de l'ordre, comme ça a été dit, l'ordre libéral imposé, enfin unipolaire, appelons-le comme ça. Je suis d'accord avec la remarque de Zachary qu'il y a plusieurs multipolarités, il y a si on commence à analyser en détail. Mais si on revient aux cinq pays fondateurs, alors il y a ce point commun qui les rassemble. Après, chacun, naturellement, a ses intérêts. Et c'est au fond ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que ces intérêts n'ont pas besoin d'être convergents, d'être toujours convergents pour que les BRICS fonctionnent. Et c'est ça qui est nouveau dans ce processus, de cette manière de faire. Avec l'ordre américain, ou vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord, ou vous êtes pour ou vous êtes contre. Mais avec les BRICS, vous n'avez pas besoin de faire ça. Regardez la politique étrangère russe. Elle collabore aussi bien avec la Chine qu'avec l'Inde, Inde qui est plutôt un adversaire compétiteur de la Chine, collabore aussi avec un régime tout à fait démocratique comme le Brésil, alors qu'on dit que Poutine sera allergique à la démocratie. Ce n'est pas du tout vrai. Et puis, donc, on voit l'intérêt. Alors après, il y a l'intérêt de la Russie. Évidemment, la Russie est prise dans une guerre avec l'Ukraine, donc elle compte sur l'aide et le soutien des BRICS, qui a d'ailleurs très bien fonctionné, puisqu'au fond, aucun des BRICS n'a condamné la Russie, aucun des BRICS n'a repris les sanctions américano-européennes contre la Russie, et au contraire, les pays africains, ce sont plutôt, et beaucoup de pays asiatiques et latino-américains, ont également poursuivi la coopération économique avec la Russie. Donc pour la Russie, on va dire c'est tout bénef. Pour la Chine, même chose, parce que la Chine trouve là les moyens de construire un réseau qui lui convient très bien, sans apparaître au premier plan, sans apparaître comme une puissance menaçante. Autre bénéficiaire, l'Inde. Alors l'Inde et la Chine sont en compétition, c'est vrai, parce qu'elles ont un conflit de frontières sur l'Everest. Mais pour l'Inde, c'est absolument vital, par exemple, de développer des relations proches avec la Russie, pas seulement sur le plan militaire à cause des importations d'armes, mais aussi sur le plan géostratégique de l'Eurasie. Parce que pour l'Inde, ce serait une catastrophe
que la Russie ne soit amie qu'avec la Chine et que l'Inde se retrouve exclue, et donc pratiquement exclue du continent eurasiatique, rejetée à l'extérieur, parce qu'il y aurait une relation trop privilégiée entre la Russie et la Chine. Et si vous regardez, tant les Chinois que les Russes font très attention de dire qu'ils ont une coopération très étroite qui est infinie, mais que ce n'est pas une alliance, et notamment pas du tout une alliance militaire. Ils coopèrent sur le plan militaire, mais ce n'est pas une alliance, et chaque fois, ils le répètent. Pourquoi ? Pour ne pas offusquer l'Inde, et justement parce qu'ils n'ont pas d'intérêt. Tandis que l'OTAN, c'est une alliance purement militaire. Vous avez un seul patron qui se trouve à Norfolk, point final, et tous les autres sont alignés couverts, c'est-à-dire tous les Européens. L'organisation de coopération de Shanghai, qui est l'organisation sécuritaire des BRICS, on va dire comme ça, pour schématiser, ne fonctionne pas sur ce critère-là. C'est quelque chose de nouveau et qui n'est pas compréhensible du point de vue de notre manière de fonctionner. Vous avez un patron, un big boss, et c'est tout. Donc, voilà, et un pays comme le Brésil, c'est aussi une manière d'abord sur le plan économique, donc de lancer ces coopérations, et puis de s'émanciper de la tutelle américaine. Moi, je trouve que dans ma vie, je suis descendu l'Amazone depuis la source jusqu'à 7000 km en 4 mois, donc je traversais les 3/4 du Brésil. C'est quand même, il y a un esprit Yankee go home en Amérique latine, alors qui n'est pas officiel, que beaucoup de gouvernements sont toujours très liés. Mais enfin, il y a une aspiration des pays d'Amérique du Sud, à part maintenant l'Argentine de Milei, mais de s'émanciper de cette tutelle américaine. Donc c'est aussi une occasion de le faire sans être agressif vis-à-vis de Washington, de façon, on va dire, souple, qui convient très bien au Brésil. Bon, l'Afrique du Sud, même chose, parce que ça le positionne comme leader, comme pays leader en Afrique, au fond, alors qu'on pourrait dire que légitimement, ça pourrait être le Nigeria, qui est plus peuplé, aussi important sur le plan économique, mais du coup, ça le positionne. Donc l'Afrique du Sud en retire aussi des bénéfices propres, quoi. Et chacun peut coopérer l'un avec l'un, l'autre avec celui-là, le troisième entre eux, sans être forcément de coopérer toujours les 5 ensemble ou les 10 ensemble. Ce n'est pas nécessaire, au fond. C'est possible, mais ce n'est pas nécessaire. Donc c'est ça aussi, à mon avis, qui fait la différence et qui explique que cette hétérogénéité, je vais y arriver, mais ce mariage de la carpe et du lapin peut très bien fonctionner. Parce que la carpe est dans son étang, son lac, le lapin est dans son trou sur terre, et au fond c'est très bien comme ça. Et puis les deux, qui sait, ont peut-être des points communs qui ne sont pas encore découverts, mais qui peuvent être développés sans qu'il y ait besoin de fusionner les carpes et les lapins pour mettre des écailles aux lapins et mettre des poils aux carpes, comme c'est un peu le cas dans notre système, disons, hégémoniste, libéral, occidental. About India, it has some very independent policy, how much it's really independent, and why do you think many experts call it troublemaker of BRICS? I mean, I'm not an expert in Indian foreign policy, so I might defer to those on the panel or to experts, others who are present in the audience who might have some views on the topic. But India has been a non-aligned country since independence, since 1947. It leaned more towards the Soviet Union during the Cold War. It's now leaning more towards the United States. To some extent, China's behavior over recent years has pushed India even closer towards the United States. So it's not an alliance by any extent, and there are limits, of course, to what the Quad, which is an organization that brings together the U.S. and India along with Japan and Australia, are able to do, because India itself wants to maintain that room for maneuver. But I think that there's room for a much more active Indian foreign policy at the global level as that bridge
between blocks, as it were. And not to say that we are fully in a world of blocks at this point, because we still have an integrated world to a large extent. We're not back to the Cold War where you had two largely separate international orders. We have one integrated world, but that nonetheless has different conceptions of order within it, which is to some extent, one could argue, more dangerous than the clarity that the Cold War provided. But if India, were to really continue to up its game and to serve as some kind of a bridge between, Western countries where, it is cooperating more with the United States, with the Quad, etc., and the other formats, the non-Western formats like the BRICS and like the SCO that it is now a part of, I think that's an interesting opportunity to play a role between the West and the global South. India is still a rising global power. It's not quite in the top tier yet, but it's more than just a regional power. It very much is an emerging global power. And that's something that I think we should be encouraging. I think that in our relationship with India, the Western relationship with India, we should be cautious not to force them, to choose between the West and the non-West. I think that their natural role as a bridge between the two is an asset for us. And so when India goes out and continues with its relationship with China, which is long-standing, it is deeply rooted. It goes back to the days of the Cold War, and it's in India's interest to, continue buying Russian energy and to maintain that relationship with Russia for the reasons that were talked about before, because India doesn't want Russia to get too close to China. India wants to insert itself there. If India is going to continue to do that, and it will continue to do that, we shouldn't be trying to talk them out of doing that. It's not in our interest to try to create this uniform global bloc against Russia, because it's not possible anyways, because the world is fundamentally integrated at this point. Thank you, Zach. My question to Hichem, please, can you tell us briefly about New Development Bank? So what is it, we can compare it with the World Bank, for example, and how it's challenged the dollar system? Merci. Alors sur la nouvelle banque de développement, je vais y revenir, mais je voudrais dire quelques mots sur l'Inde, parce que c'est un pays qui est très important et très intéressant à analyser. Très intéressant à analyser, pourquoi ? Parce que du point de vue des élites intellectuelles occidentales, on va dire, ou des penseurs de la géopolitique ou des relations internationales, on est toujours dans une logique où on voudrait faire de l'Inde, en quelque sorte, un espèce de nouvel allié de compensation depuis que la Chine, entre guillemets, s'est autonomisée par rapport aux États-Unis et aux pays occidentaux en général. Alors pourquoi je reviens sur l'Inde, parce que ce que tu as dit, Zachary, est très, très intéressant, c'est que l'Inde a son propre agenda. Et l'Inde se pense en termes de centralité. Et ça, très souvent, ici, on ne le comprend pas. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette tendance à vouloir considérer comme des acteurs marginaux, en fait, les acteurs du Sud global. Parce que l'Inde, c'est un pays du Sud et c'est un pays particulièrement important qui a été l'un des moteurs de ce qu'on a appelé le mouvement des non-alignés, ou plus globalement ce qu'on a appelé aussi le tiers-monde dans le passé. L'Inde se caractérise par ce qu'on appelle une politique de multi-alignement. C'est un petit peu la Turquie des BRICS en quelque sorte, c'est-à-dire un pays ou une puissance qui se pense dans une logique de centralité civilisationnelle qui remonte à des milliers d'années. Ce n'est pas un pays qui a 50 ans ou qui a 100 ans, c'est un pays qui est incrusté, qui est inscrit dans l'histoire longue et qui se voit dans une logique, non pas de prééminence globale, mais en tout cas de toute puissance régionale qui est certaine et qui est réelle et qui est capable en fait de discuter avec tout le monde. L'Inde en fait est dans une réalité, dans une compréhension du monde totalement différente de celle qui existe dans les pays occidentaux. Ils ne sont pas du tout dans une logique manichéenne, ils sont dans une logique d'intérêt bien compris, de puissance qui est garante de défendre son indépendance, sa souveraineté, qui est dans un jeu aussi à trois dans l'espace eurasiatique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop proche de la Russie par rapport à la Chine, il faut être en même temps très proche de la Russie par rapport à la Chine, et qui défend au final ses intérêts. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre. On pourra y revenir après, mais ce qui est quand même intéressant de constater, c'est que même les penseurs stratégiques indiens sont totalement inconnus, alors qu'il y a une pensée stratégique indienne très originale, très intéressante, comme il y a une pensée stratégique chinoise. Pour revenir à la question de la nouvelle banque de développement des BRICS, ou banque des BRICS, qui a été créée alors en 2014 et qui a son siège à Brasilia, non pas à Brasilia, Fortaleza, je crois que c'est ça, au Brésil, et qui sert entre guillemets de ce qu'on appelle banque des BRICS, en fait, qui est censé soutenir des développements structurants au sein des BRICS ou
entre les pays des BRICS eux-mêmes, qui se veut en fait une espèce de synthèse entre le FMI et la Banque mondiale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, cette banque, elle pèse plus dans les investissements qu'elle engage et qu'elle finance que le FMI et la Banque mondiale. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et au-delà de ça, ce qui est également important de souligner, c'est que cette banque, elle est en train de conduire en fait la mise en place d'un espèce de SWIFT alternatif, c'est-à-dire comment dirais-je, un moyen de paiement un système de paiement interbancaire concurrent au SWIFT qui préfigurerait alors non pas ce qu'on a longtemps pensé, c'est-à-dire la création d'une espèce de devise ou d'une monnaie commune aux BRICS, qui n'est pas du tout l'objectif, mais du moins un système monétaire partagé et qui permette justement bien d'accélérer les relations économiques directes dans leur devise des pays qui composent les BRICS. Et ce qu'il faut mentionner, c'est qu'aujourd'hui, les relations commerciales entre les pays des BRICS sont en train de connaître une ascension absolument fulgurante. On parlait tout à l'heure de l'Inde. L'Inde commerce avec la Russie aujourd'hui dans tout. Elle achète son pétrole et son gaz en roupies. La Banque centrale russe ne sait plus quoi faire de roupies tellement elle en a, qu'elle propose maintenant aux Russes d'aller d'aller faire du tourisme en Inde pour pouvoir un peu écouler ces devises en surplus. Vous avez les Émirats arabes unis et l'Inde qui commercent dans leurs devises respectives, l'Arabie saoudite qui vend aussi du pétrole en roupies, vous avez la Chine et l'Inde qui sont pourtant deux pays qu'on présente comme deux pays ennemis mais qui commercent entre eux en devises locales et qui conçoivent l'idée d'accroître encore en fait leurs échanges économiques. Et puis on a aussi un projet dont on ne parle pas beaucoup, c'est la création de ce qu'on appelait le projet de ASEAN Yuan, une espèce de système monétaire commun asiatique pour lequel des pays comme la Corée du Sud et le Japon, qui sont pourtant des pays pro-occidentaux, participent. Et ça, c'est quelque chose qui mérite une certaine réflexion. Voilà. So my question will be to Guy. So Russia, particularly Russia and China, let's say, like a counterbalance to NATO, and how to avoid increasing geopolitical tensions between NATO and BRICS. Oui, je ne considère pas, justement, comme j'essayais de le dire tout à l'heure, la coopération entre la Chine et la Russie comme la volonté de constituer un bloc qui serait opposé à l'OTAN. Je pense que les deux pays ont en commun le fait de refuser justement la logique de l'OTAN. Donc si on refuse la logique de l'OTAN, ce n'est pas pour créer une anti-OTAN qui serait le copier-coller, mais d'opposition à l'OTAN. Et c'est la raison pour laquelle cette organisation de coopération de Shanghai repose sur des fondements différents. Alors peut-être parce que on pourrait dire parce que c'est une étape préliminaire avant d'aller plus loin. Je n'y crois pas, parce que justement c'est un autre état d'esprit qui pilote, au fond, qui inspire leur collaboration. Et comme je l'ai dit, c'est pour ça qu'ils mettent tellement d'attention à dire qu'ils ne vont pas faire une alliance. Ils le répètent, nous ne sommes pas une alliance, nous ne voulons pas d'alliance, nous ne voulons pas faire l'OTAN. C'est ça que disent tant Xi Jinping que Poutine. Pour une raison très simple, parce que quand vous créez une alliance, c'est quelque chose qui est considéré immédiatement comme hostile par ceux qui n'en font pas partie. Une alliance, c'est une déclaration de guerre à tous ceux qui sont hors de l'alliance. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'OTAN. C'est peut-être pas la volonté de départ, parce qu'ils se disaient c'est une alliance défensive contre l'Union soviétique. Ça, c'était la théorie, c'est peut-être comme ça que c'est né, mais ce n'est pas du tout comme ça que c'est perçu, et ce n'est pas du tout comme ça que l'OTAN s'est comporté dans son histoire. Some experts see BRICS like an artificial organization because it unites countries with such different cultural codes, with such different strategies. So how you explain the success of BRICS and what is its horizon? So your scenario for future for BRICS?
le futur des BRICS, c'est-à-dire l'idée de dire que beaucoup semblent considérer les BRICS, entre guillemets, comme une organisation superficielle qui rassemble en fait des pays qui n'auraient pas tant en cela de points en commun. J'ai envie de dire, oui, c'est vrai, en même temps, c'est faux. En même temps, c'est faux. Pourquoi? Parce que les BRICS ne viennent pas de n'importe où. Il y a une histoire. C'est l'histoire post-coloniale. C'est l'histoire de la décolonisation. Il faut rappeler la conférence de Bandung en 1955, où les termes qui sont usités par les leaders de l'époque sont exactement les mêmes que ceux que l'on entend de la bouche en fait, des leaders des BRICS aujourd'hui. Les BRICS, qu'est-ce que c'est? En gros, ce sont les nations émergentes du Sud global qui représentent en fait ce qu'étaient dans le passé les non-alignés, ce qu'on a appelé le tiers-monde, avec la Russie en plus. Et ce qui se passe, c'est que les BRICS, de toute façon, sont maintenant le premier pôle économique. Elles vont le devenir de plus en plus. Et moi, le postulat que je fais, c'est que les BRICS vont être en mesure, dans quelques années, de proposer en fait un modèle alternatif même à l'ONU, avec très certainement un siège qui se situera d'une espèce de nouvelle organisation internationale qui se situera très probablement au Moyen-Orient, peut-être en Arabie Saoudite, peut-être au Sultanat d'Oman, certainement pas en Chine pour des raisons, parce que l'Inde ne l'acceptera jamais, les Russes ne l'accepteront pas non plus. Et je pense qu'on s'inscrit véritablement dans une logique nouvelle, avec la mise en avant plutôt d'une dimension très multipolaire du cadre des relations internationales, avec un risque, c'est un risque de renaissance des empires, mais en même temps, nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle, vous avez une interconnexion directe et vous avez quand même des éléments qui laissent à penser que tout en étant encore dans une logique impériale plutôt de type Yalta, on est un espèce de dialogue stratégique entre les grands pôles régionaux et la capacité en fait à créer une multipolarité, je dirais pas forcément une multipolarité forcément heureuse, mais en tout cas une multipolarité décente, intelligente et bien pensée. Do you think there is any possibility for reconciliation of these two different, let's say, systems, Western order and BRICS? Can maybe they find some common points? Well, to answer that question, let me just provide a little context, and I think that Guy mentioned it as well just now in his response, but I wouldn't posit these as two opposing orders, right, because they're very different, right? So the BRICS is not sort of the opposition of the West. India and Brazil don't want it to become that. Yes, to some extent it does give countries that are now joining the BRICS access to Russia and to China to some extent balance against Western hegemony or liberal hegemony, Western pressure for certain kinds of reforms. But you know, key members of this organization don't want it to be an anti-Western organization. And in some ways, one could argue even that BRICS serves certain Western interests. Like it gives India and China, for example, a platform to be able to have dialogue and resolve some of their security disagreements in a, you know, lower profile multilateral framework that is less, you know, the big show of the two, you know, coming together in a big summit and having to address their differences that way. So it's a useful diplomatic tool, I think, for, you know, greater stability on the Eurasian landmass, which ultimately is in the interests of the world, right? Irrespective of the history of the Great Game and the like. We can talk about geopolitics and how much geopolitical analysis is still, you know, relevant in today's world. It's an interesting question. Geopolitics, properly defined, that is. It's a very interesting debate. But basically, to answer your question, therefore, these are two systems that are not 100% opposed in terms of how they see the core features of international order. And therefore, the task, I think, between them is more coexistence rather than reconciliation. I don't know if you're going to have to necessarily... I don't know if reconciliation is fully possible given some of the differences in how they view order, but in terms of some of the similarities, the fact is, you know, they both believe in a world of, to some extent, integration, you know, based on sovereign states and the like. There are differences that were mentioned, but, you know, no one's ultimately challenging, you know, the core norms of the UN system that, you know, underpin the international order we have today. Even Russia. You know, even Russia. And Russia's not the first country to attack a sovereign country. I mean, we've seen this happen, as was just mentioned by Guy. You know, NATO certainly did attack Serbia, it attacked Iraq, etc. It attacked Libya for reasons that some may, you know, consider to be justifiable. So this isn't the first time that the post-1945 order has been violated. You know, Russia
might believe that Ukraine is basically a fake country, but that doesn't necessarily mean that it is rejecting the entire international order based on sovereign states. It does respect, the sovereignty of other countries as an organizing principle for international orders. So, there are those similarities. Yet there are also, of course, the differences that I mentioned, and that others have mentioned between a liberal order rooted in American hegemony, rooted in that sort of singularity around U.S. leadership versus other ways of organizing international affairs. And the key is to provide space for those two entities to coexist. I think that those two visions of order are unlikely to be reconciled. Underneath, as I mentioned, there is the aspect of commonality, so we should keep that in mind, that we're not dealing with full-fledged revisionism against the international order, and that should encourage us rather to, give, organizations like the BRICS the space that they need in order to breathe. But that's sort of how I would answer your question here. So I think that there's a responsibility on the part of both sides, actually, to telegraph to each other, what their intentions are and how limited they actually are. Right, and that this is not some existential struggle over the future of international order. So that means that, we in the West should telegraph that we do not view organizations like the SCO or the BRICS as a fundamental threat to our way of life, to our interests, to the international order itself. And at the same time, I think that it's incumbent upon the East and the South in the world to make it clear that their blocs are anti-hegemonic but not counter-hegemonic. Right? They're not trying to put forward an alternative hegemony in the world, but that they're simply against hegemony as a matter of principle. And I think that my two co-panelists have mentioned that that's what their goal ultimately is, but sometimes they still do say certain things and behave in certain ways that cause Western countries to fear for their security. And just like we should treat their security concerns as legitimate, they need to treat our security concerns as legitimate as well. And so they need to do a better job of telegraphing that to Western countries as well. And maybe that's a good segue to a final thing I should say about China's intentions as it relates to the international order, because so many folks in the West are of the view that China is hell-bent on dominating the international order, on assuming the position that the U.S. has held in the international order of being the new leader in the world or the new hegemon. That's not going to happen. Number one, we could argue about whether China wants that or not. I don't think anyone really knows what China wants. Maybe China doesn't even know what China wants, and what China wants might evolve as it continues to grow and as its relationship with the world changes. But China is simply not capable of playing the role that the United States has played since 1945. Its geography, if you want to talk about geopolitics, its geography is very, very different than America's geography. It's surrounded by countries that are serious countries. We're talking about India, Japan, South Korea, Indonesia, Malaysia. These are countries that can balance against China and prevent it from exercising hegemony in East Asia, to say nothing of the entire world. And there's still the United States that's out there, right? The U.S. represented half of global GDP at the end of World War II. China's never going to represent half of global GDP because the U.S. is still there. And there are other economies in the world, including in Asia, that are growing rapidly as well. America's geography is very different. It is hegemonic in the Western Hemisphere, and therefore it has reserve power to be able to play a role in the balancing game in the Eastern Hemisphere, right? It's a fundamentally different role that has allowed the U.S., fundamentally different geography, that has allowed the U.S. to adopt the role of leadership, to play the role of leader that China just won't be able to play. And overall, if you just want to go beyond the geopolitical analysis and look at norms, look at institutions, I think that China maybe wants an international order and it wants global institutions that are, less emphatic on the question of liberal values, liberal norms, the human rights discourse, etc. But it's not alone in that respect. There are many other countries that want that as well. So China's not special. That doesn't make China particularly revisionist. But otherwise, beyond that, I don't think, as I was alluding to before, I don't think that it really is challenging the core norms of the international order that we all tend to agree on: economic integration, multilateralism, sovereignty, etc. So there is that base, common understanding of order that we need to, remember and not blow out of proportion the difference that we have. And it is by blowing out of proportion these differences that we have that these rival visions of order come to dominate, unfortunately, the otherwise integrated world we have. And so that's the danger to some extent, is these fundamental misunderstandings. Where we do have fundamentally rival, maybe not interests, but rival approaches as of right now, are on issues that are regional. And that's not about global order. That's not about the future of global order. Yeah, on Taiwan we disagree. Yeah, on the South China Sea we disagree.
But that's about regional order in the Western Pacific or in East Asia. And even on the question of, that regional order over the long term, it's possible that the US and China will be able to work out some kind of understanding of what they can both live with, right? Maybe the US wants to continue to be the dominant power in the Western Pacific. Maybe China wants to be the dominant power. Or maybe both of them will be happy with neither of them being fully dominant over one another and just keeping each other in check. We don't know yet. It's a long-term process of co-constitution that's going to play itself out between the United States and China. Alors, juste quelques mots, parce que ce qui a été dit était très intéressant sur la question de la géographie, notamment sur la relation entre la Chine et les États-Unis, et l'atelier du monde. Mais elle n'est pas simplement l'atelier, elle est aussi conceptrice de ces produits industriels. Maintenant, les machines-outils, elles sont produites en Chine. Aujourd'hui, un pays comme les États-Unis, c'est quand même pas n'importe qui, les États-Unis, c'est quand même une puissance considérable, c'est pas Zachary qui va nous dire le contraire, produit à peine plus de machines-outils par an qu'un pays comme l'Italie. Voilà, c'est simplement pour donner quelques éléments à prendre en considération. Les étudiants américains vont plutôt étudier le business, le droit, parce que ça rapporte de l'argent, et pas tellement l'ingénierie ou les sciences, là où des pays comme l'Inde, la Chine, chaque année forment 10 fois plus d'étudiants en sciences, dans l'ingénierie, même la Russie, pourtant qui est 2 fois moins peuplée que les États-Unis, chaque année, elle diplôme beaucoup plus de scientifiques et d'ingénieurs. Et tout ça, ce sont des éléments qui donnent des indications sur l'avenir de l'économie. Ensuite, on parlait de la géographie en disant que la Chine ne peut pas être... la puissance chinoise ne pourra pas être aussi hégémonique que les États-Unis pour des raisons de géographie. Alors, c'est un postulat, moi je ne rentre pas sur la discussion. Moi j'ai envie de dire que la Chine ne peut pas l'être à cause de la culture. Je risque de choquer peut-être un petit peu, mais ce qui fait la toute-puissance des États-Unis, beaucoup plus que l'économie, beaucoup plus que la puissance militaire qui est à fortement relativiser, parce que lorsqu'on perd des conflits contre des petites guérillas, on peut se poser quand même des questions sur la compétence militaire, hein, même si la puissance militaire conventionnelle en termes de quantité est là, mais c'est vraiment la culture. C'est-à-dire que cette capacité qu'ont eu les États-Unis à travers ce qu'on appelle le soft power, la capacité à rentrer dans les esprits, ça c'est quelque chose qui est unique au monde et pour lequel on n'a pas de véritable concurrence. On a des concurrences relatives aujourd'hui, on peut regarder dans le secteur notamment de tout ce qui est filmographie, séries, par exemple les séries coréennes, les séries turques, le Moyen-Orient rentre un petit peu dans le jeu aujourd'hui, mais on n'a pas l'équivalent des États-Unis. On n'a pas une puissance aussi globale dans le domaine culturel, dans le domaine scientifique. La preuve, on est à Genève, on est dans un espace francophone. La conférence, elle se fait à moitié en anglais et beaucoup voudraient qu'elle se fasse entièrement en anglais. Les principales universités aujourd'hui à Genève, quasiment tout l'enseignement est en anglais dans les formations les plus pointues. On a la même chose à Paris. Donc ça veut bien dire quelque chose. Il y a une domination culturelle des États-Unis qui ne pourra jamais être, comment dirais-je, maintenue au même niveau par les Chinois pour plein de raisons. Peut-être que l'Inde, elle a ce soft power culturel qui est réel. On peut le regarder à travers le cinéma. On peut le regarder aussi à travers la production intellectuelle. Les intellectuels indiens sont de niveau international. Ils sont reconnus. Hein. Vous prenez Arundhati Roy, Amartya Sen, il y en a plein. Il y en a vraiment une flopée. Des nobelisables dans plein de domaines. Peut-être que l'Inde... Comment ? Qui sont anglophones aussi. Qui sont anglophones aussi, d'ailleurs, au passage. Ils se font connaître aussi parce qu'ils écrivent ou ils pensent ou ils parlent en anglais. Donc cet élément-là, je pense, c'est l'élément peut-être le plus important, plus que la géographie. Donc moi, c'est un point de vue qui est à discuter. But we blow these things just massively out of proportion, and I think that that's a big mistake. The differences, again, in our visions of order are real. I think that the hegemonic paradigm that we've grown accustomed to in the West for the past 30 years, if not for the past 200 years or 500 years, is one that will not be able to endure. And we have to acknowledge that. We really have to acknowledge that. I mean, you guys might have followed the NATO summit in Washington recently, in which the communique that comes out, again, references this term, the rules-based international order, and how Russia and China are a threat to the rules-based international order. You know, I mean, the West has, on many occasions, also been a threat to this order. But this is a term that the rest of the world really doesn't like. And it's remarkable to me that after years of
countries in the global south telegraphing to Western countries that they don't like this term, the rules-based international order, that they prefer to emphasize cooperation, international law, the UN system, but not this opaque term, the rules-based order that can be defined in any way, that we want, and doesn't answer the question whose rules actually matter, because norms are political, as I was referring to before. Power structures still exist, even in a world in which norms are important. It's remarkable that this message hasn't gotten through to us yet in the West. And it shows the extent to which we aren't, acting in good faith to abandon a hegemonic paradigm for international relations that, has no future. Hegemony is always going to be a feature in international affairs, but the structure of hegemony needs to evolve to meet the time. And a singular hegemony centered on the West is no longer possible in a culturally diverse world, in a politically diverse world, in a world in which power is diffuse as well. There's going to have to be some new organization of hegemony or of empire or whatever you want to call it, one that is more collective, collaborative, one that is not the great powers all coming together and dictating to the rest of the world, because that's not going to happen either, right? That's not going to work either in a world of robust sovereign states. This isn't the 19th century anymore. It's going to have to be a new paradigm. I don't think it's a world in which hegemony entirely disappears, but it's one in which hegemony has to transform fundamentally. And I'm just so worried that we spend so much time talking only with ourselves and to ourselves with the paradigms that we're only accustomed to in the West, that we really just cannot even see what's looking at us in the face, and that's being screamed at us constantly. A colleague of mine at the Quincy Institute, Anatol Lieven, who's a great historian and has spent a lot of time across Eurasia and Russia and Afghanistan and India, elsewhere, Kashmir, fantastic guy. He ended a piece of his recently for our magazine, for Responsible Statecraft recently, with a haunting line, which is that the generation that we are right now, the current generation, risks being remembered as the generation that was in the lead up to World War I. We in the West are talking all the time as if today it's in the lead up to World War II. We think that Putin's the new Hitler, etc., and that's the only reference point that we seem to have is it's Munich 1938, all over again. That seems to be the only reference that we have. In reality, there are a number of parallels that we have with the pre-World War I era, including a rising Germany, in naval terms versus Britain, similar to the China-U.S. relationship today, if you want to look at it geopolitically. But if you want to look at it normatively, civilizationally, institutionally, the leaders of that era, in the lead up to World War I, had inherited a certain set of cultural assumptions, political assumptions about how power politics worked in the world, and they thought that they were behaving rationally. But in hindsight, with 100 years hindsight, we all think that they were behaving crazily and that they were risking so much. We now think it was stupid. Oh my God, they all thought the war would be over in a few months. They thought that they could, play with fire. And look what the consequences were. The first mass industrial war that resulted in tens of millions of dead, and that still shaped the world that we have today. It seems like it's very similar now. We've got a generation, a baby boomer generation that, in China, in Russia, in the United States, everywhere, is still in power, is refusing to cede power, has its own assumptions about how the world works, as we just saw from our audience members, are still litigating what happened in the 1990s and can't seem to agree on some of these things. And they think that their behavior is rational, because that's the system and the political assumptions that they grew up with and that are shaping their worldview. But it's outdated, and I guarantee you, in many decades or in 100 years, we're going to look back on this time and think that we were all crazy, especially if we don't survive this period. Thank you very much, our dear experts, for their interesting answers. Thank you. Thank you very much, our dear audience, for your interest and for your attention. Thank you very much. And now we would like to welcome you to our apéro. I would like to mention that it's a Swiss Moldavian brand Bessarabie. The owner and winemaker Ion Girciu, he donated this wine for us. I hope you will enjoy it, and I wish you, all of you, a very pleasant evening. Thank you very much. Thank you.